On va maintenant effectuer l'analyse quantitative des risques. On va voir encore plus en précision quels risques méritent une réponse. Et on va aller dans le détail, dans le sens, on va voir, on a combien de pourcentage de terminer le projet dans ce délai ou combien de pourcentage de terminer le projet dans ce budget. Et on va déterminer les réserves de temps et de coûts nécessaires. De toute façon, ce processus, on ne le fait pas à chaque fois parce qu'il nécessite des moyens et du temps. Donc, on a planifié la gestion des risques, on a identifié les risques, on a même mis en œuvre une analyse qualitative des risques, donc une première catégorisation, une première évaluation du degré d'importance du risque. Là, on va dans les détails et on va même sortir avec quelle est la réserve nécessaire en termes de coût ou de temps. Donc, en sortie, on va avoir à mettre à jour des documents du projet, le fameux rapport sur les risques. Donc, on va rajouter tout ce qui est évaluation de l'exposition au risque global du projet. Donc, pas uniquement que les risques individuels. Donc, on va voir aussi quelles sont étudier les chances de réussite, les probabilités d'atteindre des objectifs clés, en termes d'échéance et de jalons. Mais ça, il faut des moyens, il faut des logiciels pour essayer d'arriver à ce niveau de précision. C'est pour ça qu'on ne fait pas l'analyse quantitative dans tous les projets. Il faut qu'il y ait un intérêt à le faire. De toute façon, ces éléments, principalement une chance de réussite, probabilité d'atteinte d'objectifs, ça se fait par logiciel. Et on va voir aussi tout ce qui est degré de variabilité. C'est la plage possible des résultats. Ils vont varier de quelle valeur à quelle valeur. On va rajouter dans le rapport non seulement l'évaluation, mais une analyse probabiliste détaillée. Donc vous voyez qu'il faut de l'expertise, qu'il faut des moyens. Et on va interpréter les données de sortie. En courbe en S, on va faire le diagramme en tornade, on va analyser la criticité, on va voir ces différents types d'interprétation. Et on va sortir avec le montant de la réserve, en termes de délai ou de coût, qui vont couvrir nos risques. On va identifier aussi les risques et les sources les plus influentes du risque. Donc, en plus de l'évaluation de l'analyse probabiliste, on va lister les risques individuels et donner des tendances. Est-ce que les risques sont en train d'augmenter? Est-ce que l'impact des risques est en train d'augmenter, d'évoluer? Et mettre quelques réponses aux risques qui pourraient être recommandées, si on les a déjà en tête. Mais avant de rajouter tout ce qui est réserve aussi en termes de coût et de délai, il faut d'abord évaluer toutes les options. Est-ce qu'il n'y a pas des changements que l'on pourrait faire qui vont réduire ces risques? Il ne faut pas tout de suite s'amuser à rajouter du coût et des délais. Donc ça, c'est la dernière chose à faire. On commence par essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire qui permettent d'éviter ces risques en se concentrant sur les risques les plus importants. Donc, on aura pour objectif, en travaillant sur ce processus, d'analyser de façon mesurable, c'est là le mot-clé, un peu l'effet combiné des risques individuels du projet et des autres sources globales du projet. On va quantifier l'exposition au risque global du projet. On voit quel est l'impact de tous ces petits risques individuels, leur combinaison, quel est son impact sur le coût ou sur le délai. Comme élément important, c'est que ce processus n'est pas requis pour chaque projet et qu'il nécessite des données de grande qualité. On va faire, et il faut aussi une référence de base fiable pour le périmètre, l'échéancier et le coût. Et il faut déterminer quel risque nécessite tous ces efforts. Donc, ce processus, en sortie, on va avoir que la mise à jour du rapport sur les risques. Beaucoup d'éléments d'entrée, comme pour tous les processus de risque, on a besoin bien sûr du plan et des 3 références de base, périmètre, échéancier et coût. Toutes ces données, de toute façon,
pas que les plans, mais toutes ces données doivent être évaluées par rapport à leur fiabilité et leur qualité. Autrement, l'analyse quantitative des risques sera erronée. Hein. On peut être amené à rajouter des hypothèses, hein, à étudier tout ce qui est base d'estimation, les estimations de coûts, les prévisions aussi, prévisions de coûts. Il y a pas mal d'indicateurs de prévision qu'on va voir un peu plus tard sur les processus de gestion des coûts, au moment de l'évaluation des budgets, l'évaluation des coûts, comment on évalue l'avancement d'un projet, comment on fait des prévisions. Ça, on verra ça sur les autres processus liés au coût. De toute façon, même tout ce qui est date clé, besoin en ressources, registre des risques, comme pour les autres processus, comme pour l'analyse un peu qualitative, on a besoin de ces prévisions, de ces documents pour évaluer un peu plus en détail les risques, mais ça doit être bien sûr des données de qualité. Il y a un certain nombre d'outils et de techniques que l'on va voir. On a besoin du jugement à dire d'expert, toujours un expert sur les risques, ou un ensemble de parties prenantes qui peut nous alimenter, hein, dans notre processus d'évaluation. On va collecter des données via des entretiens et des interviews. Et puis, on a besoin toujours des techniques de facilitation dans l'analyse des risques, hein, pour éviter les partis pris, pour que les discussions sur les risques en sortent avec un résultat. Là, on va essayer de représenter l'incertitude. Là, on va utiliser tout ce qui est distribution triangulaire, normale, logarithmique, bêta, uniforme, discrète. C'est pour ça qu'il faut des experts en risque. Hein. Donc, on ne va pas vous demander forcément d'élaborer toutes ces représentations, mais il faut savoir que ça existe et que c'est utilisé dans le cadre de l'analyse quantitative des risques. Alors ici, on va utiliser l'analyse des données, particulièrement, on va utiliser les simulations, parmi lesquelles la méthode dite Monte Carlo. Alors, pour la méthode de Monte Carlo, généralement, elle utilise un logiciel informatique et qui va procéder par itération des milliers de fois pour essayer de nous extraire des informations concernant le coût probable ou l'échéancier probable. Donc, on utilise généralement la méthode Monte Carlo avec des données d'entrée qui représentent des estimations de coûts, de durée ou d'occurrence. Et en sortie, on peut avoir des histogrammes. Ici, le résultat, on peut avoir par exemple une courbe en S, résultant d'une analyse quantitative des risques. Qu'est-ce qu'elle peut nous renseigner, cette courbe? En faisant l'analyse Monte Carlo, on pourra dire par exemple que l'on a 23% de chances que notre budget soit de 2,2 millions de dollars et on a 85% de chances pour que le budget coûte soit inférieur à 2,45 millions de dollars. Vous voyez combien c'est intéressant. On peut avoir le même graphe concernant les délais. Donc au lieu d'avoir des coûts ici, ce sera un échéancier. Et puis on peut faire aussi un diagramme d'influence. Diagramme d'influence, c'est juste de dessiner graphiquement, par exemple, le premier élément, si il survient, va affecter, par exemple, la qualité de la documentation du projet. Et si cela survient, eh bien, la qualité de la documentation va influer sur les tests que l'on va faire. Et ces tests vont influer sur... Donc, on est en train de dessiner un diagramme d'influence. C'est des représentations graphiques qui permettent de générer un débat et une discussion. Alors, lors de l'analyse des données aussi, on utilise aussi l'analyse de la criticité. On va chercher le chemin critique pour déterminer quelle partie du chemin critique est la plus risquée. Qu'est-ce qu'on prend par exemple? On prend ce qu'on appelle la convergence, tout ce qui est path convergence.
Là où on voit plusieurs données qui convergent vers une seule tâche, on sait que cette tâche va devenir une tâche qui est critique. Le schéma suivant représente un diagramme d'influence. Voilà, par exemple, si une condition des risques est remplie, ceci va affecter l'estimation du projet. D'accord? Donc, quelle estimation ça va affecter les activités d'un projet. Donc, on va identifier quelles sont les activités qui seront affectées. Et ces activités, si elles sont affectées, quels sont les livrables qui seront affectés. De telle manière qu'il y aura, ça veut dire que ce risque va affecter ce livrable. Donc, on est arrivé via une représentation d'une situation d'expliquer quel est l'impact du risque. On peut aussi, dans le cadre de l'analyse des données, faire ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité. On va essayer d'étudier la corrélation entre variation des résultats du projet. On va essayer de voir est-ce qu'il y a deux éléments qui sont corrélés. Corrélé veut dire que quand on change un paramètre, l'autre paramètre change. La corrélation est un paramètre très connu chez les statisticiens. Deux éléments qui sont 100% corrélés, ça veut dire que quand l'un change de 1, l'autre change de 1. Quand l'un change de 20%, l'autre change de 20%. Cela veut dire qu'une corrélation est égale à 1. Parfaite corrélation. La corrélation peut être égale aussi à moins 1. Ça veut dire que quand le premier élément change, l'autre change. Si l'un change de 100%, l'autre changera de moins 100%. La corrélation peut ne pas être de 1 ou de moins 1, elle peut être entre les deux valeurs. C'est-à-dire que si l'un change de 10%, l'autre peut changer de 40%. Donc, ce sont ces études de sensibilité qui peuvent aussi être intéressantes pour l'analyse quantitative des risques. Ici, nous avons le diagramme en tornade. Donc, on voit que, par exemple, la fabrication de réacteurs est très corrélée avec la durée du projet. Donc, plus on gagne du temps sur la fabrication des réacteurs, plus on va gagner du temps sur le projet. Et regardez ici, plus on anticipe, la livraison du fournisseur de poteaux, plus on passe par exemple du temps pour faire des tests, pour essayer de trouver moins de défauts, eh ben, le délai du projet va se réduire. Donc on passe du temps, on augmente le temps sur les tests, il y a un impact dans l'autre sens sur les délais. Donc on augmente le temps des tests, les délais du projet diminuent. Donc il y a une corrélation qui va dans le sens inverse. Et on peut faire comme ça le diagramme en tornade pour analyser la sensibilité entre deux éléments. Comme outil technique d'analyse des données, l'analyse par arbre de décision. On va mettre des alternatives. On va illustrer ces alternatives par des branches. Et chaque extrémité va représenter le résultat du chemin, positif ou négatif. Et là, on va mettre un peu... et on va pouvoir déterminer la valeur monétaire prévue. Je donne un exemple. Nous devons prendre la décision de construire ou non, soit de construire, soit de moderniser une usine. Si on construit l'usine, ça nécessite 120 millions de dollars d'investissement. Dans ce cas, on a le scénario 60%, on va avoir une forte demande sur le produit de l'usine. Dans ce cas-là, on va gagner 200 millions de dollars. S'il y a une faible demande, on ne gagnera que 90 millions de dollars. Donc, ce chemin a une valeur de... On peut voir que on va prendre 200 millions de dollars de gains, moins
120 millions de dollars d'investissement, c'est 80 millions de dollars. Mais on ne peut pas prendre les 80 millions de dollars tels quels parce qu'on n'a que 60% de chance d'avoir les 80 millions de dollars. Donc, on va calculer ici la valeur monétaire attendue, c'est 60% fois 80 millions de dollars. L'autre chemin, donc on va avoir 90 millions de dollars et on a 40% de chance. Donc, on va prendre 90 millions de dollars moins l'investissement 120, donc on a déjà une perte de moins 30 millions. Donc, on a 40% de chance de perdre moins 30 millions. Si on somme les deux chemins, on va avoir 60% fois 80 millions de dollars plus 40% fois moins 30 millions de dollars et on va avoir un gain possible de 36 millions de dollars. Maintenant, on a une autre décision à prendre. Supposons que l'on ne va pas construire une nouvelle usine, mais qu'on va uniquement réparer ou moderniser une usine déjà existante. Dans ce cas-là, l'investissement est moindre. Mais si la demande est forte, forcément, on va gagner moins parce que ce n'est pas une nouvelle usine. Donc, on modernise l'usine, mais c'est toujours les mêmes scénarios. 60% de chance d'avoir une forte demande, 40% de chance d'avoir une faible demande. Dans le premier cas, donc nous avons un investissement qui coûte 120 millions. Nous avons une demande qui va générer 120 millions de dollars moins les 50 millions du coût de modernisation de l'usine. Ça va nous donner 70 millions de dollars. Si on est dans l'autre cas, ça va être un gain de 60 millions de dollars moins le coût de l'usine est égal à 10 millions de dollars. 60% fois 70 millions de dollars plus 40% fois 10 millions de dollars, cela va nous donner 46 millions de dollars. Donc, la valeur monétaire attendue de la modernisation d'une usine est supérieure à celui de la construction d'une nouvelle usine. Donc, ce genre d'outil permet de décider en fonction de plusieurs chemins possibles, en fonction de plusieurs scénarios possibles. Donc, si lors de l'évaluation qualitative, on est sorti avec une liste des risques, des catégories, une classification du type élevé, faible, moyen, ici, on va sortir avec plus de détails. On va rajouter quel est l'impact en termes de coût ou de délai et quelle est la probabilité d'occurrence. Et on va enrichir aussi le rapport sur les risques avec des analyses de sensibilité, des courbes en S qui vont représenter le résultat peut-être d'une analyse Monte Carlo. On va avoir plus de précision sur combien on a de chances de terminer à une date clé, quel est le pourcentage par exemple, combien on a de chances de terminer avant un certain montant d'un budget. Tout cela, on va mettre ça dans un rapport sur les risques. Donc, on aura besoin bien sûr du plan de gestion des risques et des références de base et beaucoup d'autres estimations, prévisions, besoins en ressources et bien évidemment tout ce qui est registre des risques, rapport sur les risques et prévision d'échéancier.